Bonjour, bonjour les amis, c'est le moment que vous attendiez toutes et tous depuis une semaine avec impatience. Votre podcast numéro 23 que je me fais fort de vous présenter tous les jeudis avec une joie non dissimulée, ça se voit. Alors aujourd'hui au menu, je vous servirai de la blockchain cultivée par Casino, Société Générale et CoinHouse en entrée, accompagnée d'une levée émulsifiante de levée de fonds de la fintech britannique. En plat de résistance, le fameux passeport sanitaire dont tout le monde se fout, sauf le monde entier, mais qui peut sauver vos vacances, que je vous apporterai avec une petite grosse enquête de la CNIL française qui enquête sur l'application Clubhouse, le tout accompagné d'un concert écolo d'immeubles à poissons. Et enfin, pour terminer en dessert, un mi-cuit au goût de création d'entreprise en ligne qui est désormais possible en Algérie. Si ce menu gratuit évidemment vous plaît et si vous êtes d'accord, on peut lancer les plats en cuisine. Alors c'est d'accord ? C'est parti. Depuis mercredi dernier, la France possède son premier actif numérique en voie de devenir une monnaie virtuelle pour les échanges. Il s'appelle LUG et s'agit d'un stablecoin adossé à l'euro, révèle en exclusivité la newsletter 21 Millions, éditée par Grégory Raymond, expert du sujet. Quelques heures après une vente aux enchères exceptionnelles pour des lots de Bitcoin, la France est une nouvelle fois à l'honneur sur le paysage cryptographique. Casino a en effet décidé d'émettre son nouvel actif numérique sous la forme d'un stablecoin, autrement dit un jeton bien moins volatile qu'une crypto-monnaie comme Bitcoin et Ethereum. Le LUG sera adossé à une monnaie flat, l'euro, et la Société Générale se chargera de détenir le compte bancaire au volume d'encours, soutenant le volume de LUG acheté par les investisseurs. Le réseau londonien PricewaterhouseCoopers, avec ses cabinets d'audit, se chargera du contrôle du fonctionnement basé sur le protocole de Tezos. Pour les investisseurs intéressés, il faudra se rendre sur CoinHouse, le Coinbase français, une application spécialisée dans l'achat et le stockage de crypto-monnaies. Les clients seront facturés 1,49% de frais pour chaque opération d'achat, comme c'est le cas pour les autres actifs. En deux, la fintech britannique SumUp lève 750 millions d'euros et accélère son expansion internationale. SumUp poursuit sa stratégie d'expansion internationale avec son lancement au Chili, en Colombie et en Roumanie. La société londonienne annonce également adresser désormais les acteurs de l'hôtellerie, les stades et les salles de concert. SumUp, fournisseur mondial de services de paiement, annonce ce mardi 16 mars avoir bouclé une levée de fonds de 750 millions d'euros, je vous le répète, auprès de Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline et de fonds gérés par Oaktree Capital Management LP. Ce nouveau tour de table doit permettre à SumUp d'accélérer sa croissance, fidéliser ses clients et en conquérir de nouveaux clients sur ses 33 marchés à travers le monde. SumUp doit également étendre sa gamme de produits à la fois organiquement et par le biais de nouvelles acquisitions, explique la société dans un communiqué. Juste pour info, cette société, connue essentiellement pour son petit boîtier blanc, je vous le répète, qui permet à un professionnel d'encaisser des paiements par carte bancaire, avait déjà levé, tenez-vous bien, 330 millions d'euros en 2019, 100 millions en 2020 et aujourd'hui 750 millions d'euros. Je vous le répète une troisième fois, je sais, c'est choquant, mais c'est comme ça. Bon, on n'est plus à 1 million près et je ne parle pas de dinars. En 3, je vous choque encore un peu plus avec la société de paiement Stripe qui a annoncé dimanche avoir levé 600 millions de dollars, 500 millions d'euros s'il vous plaît. Désormais valorisée à 95 milliards de dollars, 80 milliards d'euros, elle devient la plus grosse licorne américaine devant SpaceX, 74 milliards de dollars quant à elle, et Instacart, 39 milliards de dollars. Dans le monde, seul ByteDance la devance avec une valorisation à 140 milliards de dollars. Je vous le rappelle, ByteDance, c'est TikTok. Fondée en 2010, la société Stripe facilite les paiements en ligne de nombreuses entreprises en leur proposant une suite d'outils simplifiant les transactions bancaires. Acceptation des paiements, gestion des flux de trésorerie, gestion de la fraude. Avec l'augmentation continue des achats en ligne boostés depuis 1 an par la pandémie, il n'est pas étonnant de voir cette société se développer aussi vite avec des clients spécialisés dans l'e-commerce comme Amazon, Shopify ou encore Deliveroo, pour ne citer qu'elle. Lors de son précédent tour de table en avril dernier, John Collison, le président
président de Stripe, avait déclaré « Des gens qui n'ont jamais imaginé utiliser Internet pour consulter un médecin ou acheter des produits alimentaires le font maintenant par nécessité. Cet argent frais devrait permettre à la société donc de développer ses activités en Europe, la région représentant 31 des 42 pays où elle a des clients aujourd'hui. » C'est quand même incroyable. Hein. En 4, cet été, et ça je pense que ça va vous intéresser à plus d'un titre, cet été, les voyages au sein de l'Union européenne pourraient être facilités à condition d'être en possession du certificat vert numérique. Un document présenté ce mercredi par la Commission européenne et qui doit encore être approuvé par l'ensemble des États membres, devra être présenté aux frontières. Peu importe le moyen de transport privilégié et sera réservé aux personnes vaccinées contre le Covid, immunisées et guéries ou en possession d'un test PCR négatif. Concrètement, ce certificat de voyage pourra être délivré sous forme d'un QR code électronique ou sur papier pour les citoyens ne disposant pas de smartphone, indique le rapport de la Commission. Où est-il valable ? Ce certificat sanitaire fonctionnera au sein des 27 États membres de l'Union européenne et sera également ouvert à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse. Mais s'il est pour le moment réduit à l'Europe, la Commission n'exclut pas de l'élargir au-delà des frontières européennes, afin d'œuvrer en faveur d'une convergence internationale avec d'autres partenaires, souligne le commissaire chargé de la justice Didier Reynders. Alors, qui peut en bénéficier ? Chaque citoyen de l'Union européenne peut en faire la demande, ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité. Il pourra aussi être délivré aux ressortissants d'autres pays qui résident au sein de l'Union européenne et aux visiteurs qui ont le droit de se rendre dans d'autres États membres, précise le rapport. Peut-on l'obtenir sans être vacciné ? Alors, les personnes n'ayant pas été vaccinées peuvent-elles aussi en bénéficier ? Afin d'éviter toute discrimination à l'égard des personnes qui ne sont pas vaccinées, la Commission propose de créer non seulement un certificat de vaccination interopérable, mais aussi des certificats relatifs aux tests de dépistage du Covid-19, ainsi que des certificats pour les personnes qui ont guéri du Covid-19. Alors, tous les vaccins sont-ils acceptés ? Alors, seuls les vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché par l'Union européenne seront reconnus lors de la demande du certificat. Il s'agit, pour l'instant, pour être précis, des vaccins BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Alors pour AstraZeneca, on connaît la polémique, je ne saurais pas vous donner l'information exacte au jour d'aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à hier, voilà ce qu'annonçait la Commission européenne pour AstraZeneca. Bref, je vous tiendrai au courant au cas où. Autre question, comment se le procurer ? Alors ce sont les autorités nationales qui délivreront les certificats. Les hôpitaux, les centres de test ou des autorités de santé compétentes seront en mesure de les délivrer aux personnes en demande. Combien coûte-t-il ? La Commission s'engage à le rendre totalement gratuit et disponible dans la ou les langues officielles de l'État membre ainsi qu'en anglais. Quelles données doit-on fournir ? Afin de garantir l'authenticité et la validité des certificats, seules les données essentielles sont demandées, à savoir le nom, la date de naissance, la date de délivrance et des informations entre guillemets pertinentes sur le vaccin, test, rétablissement du voyageur. Didier Reynders, qui est le chargé de la justice au niveau de la communauté européenne, je vous le rappelle, assure que cet outil respectera pleinement la protection des données. Avant-dernière question, sera-t-il obligatoire ? Ce certificat vert numérique n'est pas, entre parenthèses, encore obligatoire pour franchir les frontières européennes, mais permettra juste de circuler plus facilement, notamment grâce à une reconnaissance mutuelle numérique d'un pays à l'autre. Selon le commissaire européen, il s'agit d'un outil numérique harmonisé permettant de soutenir la libre circulation dans l'Union européenne. Dernière question, quand entrera-t-il en vigueur ? Pour être prêt dès le mois de juin, ce projet doit d'abord être adopté par les parlements et conseils européens. Les discussions pourraient s'éterniser et jouer en la faveur de certains membres, comme la Hongrie par exemple, qui utilise le russe Sputnik 5 ou encore le chinois Sinopharm. En Algérie, beaucoup y pensent, mais rien n'est encore lancé selon mes informations. Mais encore une fois, je vous tiendrai au courant et de toutes les façons... En ce qui nous concerne, en termes de compagnie d'assurance, nous sommes en train de réfléchir très sérieusement à travailler sur ce passeport sanitaire et nous le proposerons dès qu'il sera disponible. En tout cas, comptez sur moi pour vous donner l'information. En 5, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête sur l'application Clubhouse. Uniquement disponible sur iOS, cette application de chat audio est déjà valorisée à plus d'1 milliard de dollars moins d'un an après son lancement.
Donc elle est déjà valorisée à plus d'1 milliard de dollars, moins d'1 an après son lancement. Je vous le répète, c'est quand même quelque chose de remarquable. Bref, saisie d'une plainte dont l'origine n'a pas été dévoilée, l'autorité française a interrogé le 12 mars 2021 la société américaine Alpha Exploration Co., éditrice de l'application, sur les mesures prises pour respecter le règlement général sur la protection des données, le fameux RGDP. Alors, l'enquête ouverte par la CNIL doit ainsi permettre de confirmer que le RGPD est bien applicable à cette société qui n'a pas de siège situé dans l'Union européenne. Puis, vérifier si les obligations inscrites dans ce texte sont bien respectées. Dans le cas contraire, la CNIL pourra prendre des sanctions pécuniaires ou non à l'encontre d'Alpha Exploration Co. L'institution protectrice de la vie privée reste très floue sur les problèmes précis soulevés par Clubhouse. Elle mentionne seulement une pétition rassemblant à ce jour plus de 10 000 signatures qui affirment que lorsqu'une personne s'inscrit, les noms et les numéros de tous ses contacts seront téléchargés dans une base de données secrète, pouvant ensuite être vendus à des tiers. Paola Forteza, députée des Français établis hors de France, s'est également emparée du sujet. Elle a adressé un courrier à la CNIL dans lequel elle s'interroge sur la légalité du partage des contacts du carnet d'adresses, de l'enregistrement des conversations et du transfert des données vers les États-Unis. En 6, c'est un immeuble un peu spécial qui va bientôt être inauguré à Singapour. Haut de 8 étages, il ne va pas accueillir des bureaux ou des appartements de luxe comme vous pouvez l'imaginer. Mais, rendez-vous compte, des poissons. Apollo Aquaculture Group, AAG, va ainsi implanter le premier élevage vertical de poissons au monde qui produira normalement 3000 tonnes de mérous, truites et crevettes par an, avec une productivité 6 fois supérieure à celle d'un élevage classique, assure Chronoli, porte-parole de la compagnie au site Akai. La compagnie teste le concept depuis 2012 avec un élevage sur 3 étages, chaque étage contenant 2 étangs d'eau salée de 135 mètres carrés chacun, l'eau circulant en circuit fermé, filtrée et nettoyée naturellement par des plantes aquatiques. Alors, le tout est étroitement géré par un algorithme qui surveille la moindre variation de la qualité de l'eau, la salinité ou la quantité de nourriture à apporter aux poissons. Cette initiative est une réponse à une problématique qui est la dépendance extrême de Singapour sur le plan alimentaire. Rendez-vous compte qu'ils y réfléchissent et y trouvent des solutions. Et ça, c'est fantastique en soi. La ville-État importe en effet 90% de sa nourriture et ambitionne de produire localement 30% de ses besoins nutritionnels d'ici 2030. En 7, à la lecture de l'excellent site geekyalgeria.com, tenu par les fabuleuses équipes de l'excellente Yasmine Bouchen, on apprend que depuis le 17 mars dernier, le Centre national de registre de commerce CNRC a annoncé hier la possibilité pour les porteurs de projets de créer leurs entreprises ou sociétés directement en ligne. Déjà disponible depuis le début du mois pour les personnes physiques, la plateforme de création en ligne est depuis hier, ouverte aux personnes morales. En plus d'y trouver les formalités propres à chaque forme juridique, SARL, EERL, SPA, le portail électronique vous permet d'effectuer les étapes clés de la création d'entreprise. De la dénomination à la déclaration d'existence auprès des services fiscaux, en passant par l'obtention du NIF, tout ou presque se fera en ligne. Certaines étapes obligatoirement en présentiel, à l'image de la création des statuts devant un notaire, jouissent d'une possibilité de scan des documents ou de renseignement du numéro d'enregistrement lors de la procédure. Les opérateurs économiques seront par ailleurs en mesure de suivre aussi l'avancement de leur dossier auprès des différentes administrations, CNRC, CNAS, CASNOS, Impôts. Je trouve cette information tellement remarquable que je me suis dit qu'il fallait vraiment vous en tenir informé pour la simple et unique raison qu'il y a une vraie avancée dans le domaine de la dématérialisation et voir ainsi le CNRC se mettre en ordre de bataille dans ce processus de dématérialisation, eh bien personnellement, à mon petit niveau, je les en félicite. Bravo à toutes les équipes du CNRC pour avoir mené ce processus à son terme. Félicitations!
De ce fait, si les gens du CNRC me font la joie de m'écouter, je vous propose, c'est une recommandation, je vous propose aussi de mettre en place sur la même plateforme un outil qui permettra de mettre les notaires en relation avec leurs clients pour faire les statuts directement en ligne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la signature électronique qui vient d'être annoncée par Monsieur le Premier ministre, ils pourront désormais être signés à distance et ainsi, le CNRC pourra enregistrer votre société en ligne directement, sans oublier la possibilité d'assurer les entreprises dès leur création via les systèmes d'information des compagnies d'assurance. Voilà, c'était ma recommandation du jour et je me tiens à la disposition du CNRC s'ils veulent que techniquement je leur explique tout le process. Maintenant peut-être qu'ils y ont déjà pensé. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se retrouve la semaine prochaine le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.